Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. Le matin du 7 janvier 2015 à Paris, jour de la sortie du numéro 1177 de l'hebdomadaire du journal satirique Charlie Hebdo, fut perpétré le premier des 3 attentats de janvier 2015 en France, et le plus meurtrier. Les auteurs présumés de cette attaque sont attribués aux frères Kouachi, Chérif et Saïd. Vers 11h30, les frères Kouachi pénètrent dans le bâtiment abritant les locaux du journal, armés de fusils d'assaut, et assassinent 11 personnes, dont 8 membres de la rédaction. Les victimes de la tuerie seront les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tinius et Volinsky, la psychanalyste Elsa Kaya, l'économiste Bernard Marie, le policier Franck Brassolaro qui assurait la protection de Charb, le correcteur Mustapha Ourad, Michel Renaud, cofondateur du festival Rendez-vous du carnet de voyage invité pour l'occasion, et Frédéric Boisseau, un agent de la société Sodexo, chargé de la maintenance du bâtiment. Un gardien de la baie, Ahmed Morabet, sera tué sur le boulevard Richard Lenoir par l'un des 2 criminels au cours de leur fuite. Le bilan final est de 12 personnes assassinées et de 11 blessés, dont 4 grièvement. Les 2 auteurs de la tuerie seront tués 2 jours plus tard, au nord de Paris, à Daim-Martin-en-Goual, par les membres du GIGN, qu'ils attaquaient au fusil d'assaut en sortant de l'imprimerie où ils s'étaient retranchés. Les assassins se réclamaient d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui revendiquera ensuite officiellement l'attentat. Parallèlement, un complice des frères Kouachi, Ahmed Koulibaly, assassina Clarissa Jean-Philippe, une policière municipale à Montrouge le 8 janvier. Puis, le lendemain, tuera 4 personnes de confession juive, au cours d'une prise d'otage dans une supérette cachère porte de Vincennes, qui s'achèvera le même jour avec sa mort lors de l'assaut policier. Le retentissement de ces événements est considérable, aussi bien en France qu'à l'étranger. Des manifestations de soutien auront lieu dans de nombreuses villes de France et dans le monde.
44 chefs d'État et de gouvernement participent à Paris à une marche républicaine le 11 janvier 2015 qui rassemblera plus d'1,5 million de personnes, tandis que sur 2 journées, plus de 4 millions de Français défilent sur tout le territoire. Partout dans le pays, des foules impressionnantes. 140 000 personnes à Bordeaux, les mains liées, en silence. Je suis Charlie. 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 Nous sommes tous Charlie. Face à cette nouvelle terreur politico-médiatique, dont la fonction est de nous soumettre à l'émotionnel, afin de nous empêcher de réfléchir, nous observons une unanimité compassionnelle d'un niveau de violence et de matraquage considérable, pour masquer une entreprise politique, une sorte de terrorisme à la soumission intellectuelle. En réalité, c'est l'insidieuse démonstration de force des plus hautes sphères mondiales pour soumettre les peuples. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité. Le contre-coup fut bien évidemment la tentation de soumettre à l'acceptation d'une guerre contre la Russie de Poutine, en dépit des conséquences économiques, mais surtout la remise au pas de certaines velléibilités françaises sur la reconnaissance symbolique de la Palestine. Pour rappel, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'homme qui avait officieusement commandité l'opération israélo-américaine du 11 septembre 2001, tout en déclarant sournoisement quelques années auparavant la prédiction de la destruction totale des tours jumelles de New York, avait insidieusement récidivé en menaçant la France de ne pas reconnaître la Palestine, sous peine de voir débarquer le terrorisme en France. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. Aussi étrange et absurde que cela puisse paraître, pourquoi cette peste du terrorisme dont il parle, ce terrorisme ennemi d'Israël qui plus est, voudrait venir faire des représailles contre un pays qui tend la main à un peuple opprimé par une nation que dirige cet homme, ce qui permettrait non seulement de calmer les esprits, mais d'affaiblir Israël. Ces attaques du 7, 8 et 9 janvier 2015, y compris ses conséquences, rappellent tout d'un coup l'affaire de Carpentras et ses propres manipulations, sans compter le sursaut démocratique, pour ne pas dire la manipulation antidémocratique de l'entre-deux tours des présidentielles de 2002. La profanation de Carpentras bouleverse la France. Pour la classe politique, à droite comme à gauche, la cible est tout de suite désignée, les idées du Front National, le parti qui monte. Je voudrais que on pense à ce que tous les discours de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'exclusion, tout ce à quoi ça peut conduire. On en a fait une affaire d'État. Carpentras, c'est un cimetière. On a découvert que c'était des skinheads, qui n'avait rien à voir avec le Front National. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. C'est Mitterrand lui-même qui a imposé la grande manifestation publique, qui a imposé l'itinéraire classique de gauche, c'est-à-dire République, Bastille, Nation, pour bien mettre ce combat dans les combats de la gauche, et qui a ainsi manipulé tout le monde. Tout ça pour empêcher évidemment une alliance entre la droite, Chirac pour parler vite,
et le Front National, évidemment. Jamais vu pour un 1er mai, en tout cas depuis de plusieurs dizaines d'années. Énorme succès de la mobilisation contre le Front National. 1 300 000 personnes dans les rues en France. Bien qu'on puisse faire le parallèle des attentats en France avec les années de plomb et le réseau Gladio, on voit bien aujourd'hui l'alignement de l'État et des médias de masse, sans oublier les droits de l'homiste, et malheureusement, la gentillesse française, pour ne pas dire la moutonnerie généralisée, afin de se soumettre de façon moderne et subtile à quelque chose de totalitaire. Je suis Charlie, ça veut dire quoi pour vous venir défiler avec cette expression-là, je suis Charlie? La liberté, l'égalité, la fraternité. Vous ressentez de la chaleur, de la tolérance? Je sens beaucoup de tolérance, beaucoup d'échanges, vraiment dans la gentillesse, pas de bousculade. Tout le monde est là et tout le monde a envie de dire c'est nous qui gagnerons, c'est la liberté de tous. Il suffit d'observer la sortie tout aussi fulgurante qu'étrange du slogan « Je suis Charlie » en l'espace de 24 heures. Un effet tellement immédiat et spectaculaire qu'on ne peut en aucun cas imaginer une simple spontanéité quelque part. Il fallait un encadrement politico-médiatique déjà en place pour propager une chose pareille. Mais il suffit aussi d'observer le slogan de la manifestation « Je suis Charlie, je suis flic, je suis juif ». Comme une association de 3 personnes qui exercent un pouvoir ou une influence, on voit bien le triumvirat de l'État policier, des médias corrompus et soumis à la propagande et du sionisme. Plus étrange encore, c'est l'incroyable rapidité de réaction des réseaux sionistes. Les médias, c'est l'autre versant de la conquête de Patrick Drahi. Au printemps 2014, alors qu'il se bat contre Bouygues dans le rachat d'SFR, l'homme d'affaires fait sa première incursion dans la presse et part à la rescousse de Libération. Le patron de Numéricable, qui reprend aujourd'hui l'Express, aurait aussi déposé une offre sur Radio Nova. Patrick Drahi lui a mis 10 à 20 millions d'euros sur la table pour reprendre l'Express. Christophe Barbier, le directeur, est bien parti pour rester aux commandes. Le même jour que l'attentat, les abribus de Paris étaient recouvertes d'une campagne publicitaire du lancement de la chaîne israélienne I24 News, financée par le juif Patrick Drahi, qui avait récemment racheté SFR, mais aussi l'Express de l'homme à l'écharpe rouge, Christophe Barbier. Drahi est un Français qui avait renoncé à cette nationalité pour avoir la nationalité israélienne, un sioniste de combat qui paie ses impôts en Suisse. Comme le résumait le quotidien économique israélien Globe, le 3 mai 2009, si Drahi investit en Israël, c'est parce qu'il est sioniste. Ce qui est certainement très exact, puisque c'est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui souhaitait, depuis 2010, la création d'une telle chaîne d'information en continu. Pour l'opération bordure protectrice de l'été 2014, I24 News délocalisera spécialement son 20h sur les hauteurs d'Ashkelon, avec une vue imprenable sur Gaza. En mai 2013, Patrick Drahi faisait savoir, par une sommation juridique de son avocat Alexandre Marc, du cabinet Franklin, qu'il ne souhaitait pas figurer dans le classement challenge des 500 premières fortunes françaises. Monsieur Drahi a pris la nationalité israélienne et renoncé à la nationalité française. La perte de la nationalité lui est définitivement acquise. Il ne s'agit pas d'une double nationalité franco-israélienne. Pour chaque attentat, il y aura toujours des éléments très troublants qui viendront entacher toute version officielle telle qu'elle soit, ces mêmes éléments qui seront bien entendu soit passés sous silence, soit balayés par des explications fumeuses. L'une des anomalies concerne le débarquement des frères Kouachi, le jour de la réunion hebdomadaire de la rédaction. D'abord, l'adresse de Charlie Hebdo. Ils ne la connaissent pas exactement, mais arrivent juste à l'heure de la conférence de rédaction, sûrs de trouver tous les journalistes. C'est vrai que les auteurs
cherchent le Charlie Hebdo. Ils ne savent pas où c'est. Ils savent que le jour de la conférence de rédaction, c'est le mercredi. Donc quand même, il y a... est-ce que tout ça paraît bien préparé ? Les terroristes ont attaqué à l'heure de la conférence de rédaction, le mercredi matin. Le seul moment de la semaine où toutes les grandes signatures du journal cogitent autour de la même table. Si les frères Kouachi ne connaissaient pas exactement l'endroit exact de l'adresse du siège de Charlie Hebdo, cela prouve qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans cette rue auparavant, d'où aucun repérage préliminaire, et encore moins approché ses locaux. Dans ce cas, alors que Charlie Hebdo était sous protection policière, comment deux islamo-racailles issus de la banlieue ont-ils pu connaître le jour et l'heure de la réunion hebdomadaire de la rédaction, où les membres du journal seraient tous réunis pour cogiter autour d'une table, ce qui permettrait à n'importe qui de pouvoir les tuer à coup sûr, sans rater personne plus ou moins. Sans cette information, ces deux frères n'auraient jamais pu agir. D'un côté, nous avons une presse traditionnelle qui se contente de donner l'information vis-à-vis des faits, mais sans chercher plus loin, et de l'autre, on interroge un Bernard Scarsini sur cette question, patron du renseignement intérieur sous Nicolas Sarkozy, travaillant aujourd'hui pour une société sous contrôle israélien. On est dans une chaîne opérationnelle qui laisse quand même quelques moments de surprise. Savoir que la conférence de rédaction se tenait avec tout le monde ce jour-là, à cette heure-ci, est déjà quelque chose d'intéressant. Mais il est vrai que sur la toile, on peut trouver beaucoup de choses sur chaque station avec des détails opérationnels qui peuvent profiter à l'adversaire. En dépit de répondre de manière inconsistante que mensongère, un tel renseignement aussi confidentiel ne pouvait être que donné aux frères Kouachi par une personne, et reste la question de savoir qui le savait, à part les membres de Charlie Hebdo et sa propre protection policière, qui dépendait inévitablement du ministère de l'Intérieur. Répondre à cette interrogation nécessite en amont d'en formuler une autre. Pourquoi avoir choisi d'agir ce mercredi-là, alors qu'il pouvait très bien le faire auparavant, durant les derniers mois de l'année dernière? Des témoins qui habitent à côté nous ont dit qu'il y a encore quelques mois, il y avait un fourgon de police qui était devant la rédac de Charlie et qu'il avait disparu en septembre-octobre. Alors, il y avait aussi des policiers qui protégeaient les dessinateurs, et puis la protection de Luz, par exemple, ou d'autres dessinateurs avait été levée il y a un an. On voit bien que les terroristes ont agi au moment où c'était le plus simple pour eux de le faire. Peut-être parce que les membres du journal satirique devaient spécialement tirer une galette des rois tous ensemble, une occasion encore plus profitable aux frères Kouachi pour venir faire leur carnage. En mai 2013, Stéphane Charbonnier, alias Charb, directeur de publication de Charlie Hebdo et citoyen sous protection policière depuis le mystérieux incendie de novembre 2011, avait fait l'objet de nouvelles menaces imputées à Al-Qaïda au Yémen et relayées par une pseudo-revue islamiste dénommée Aspire. Vers l'automne 2014, le ministère de l'Intérieur, qui chapeaute le service de la protection en charge des personnalités, avait mis fin à la présence permanente de 2 policiers devant l'entrée du siège de Charlie Hebdo, situé depuis le 1er juillet au numéro 10 de la rue Nicolas Appert. Une photographie de Google Maps, datant du mois d'août, avait capturé incidemment une image de la voiture de police. Dans la soirée du 8 janvier, au lendemain de l'attentat perpétré contre l'équipe de l'hebdomadaire, Jeannette Mougrab, ex-secrétaire d'État du gouvernement Fillon, proche d'une organisation ultrationniste américaine, figure de la mouvance islamophobe hexagonale et compagne de Charb, était l'invitée de BFM TV. À l'instar de ses élucubrations,
et interviewée par la juive ultrationniste Ruth Krief, elle avait relaté ce qu'elle avait vécu depuis l'annonce du drame. Et le 9 janvier, dans la matinale d'Europe 1, Laurent Léger, journaliste d'investigation de Charlie Hebdo et rescapé de l'attaque, avait été interrogé à ce sujet par Thomas Soto, malgré sa confusion entre deux interventions de Bougrabe, l'une sur BFM TV, l'autre sur TF1. Jeannette Bougrabe, la compagne de Charb, a déclaré hier soir, lors du 20h de TF1, que le dispositif de sécurité autour de Charlie Hebdo avait été allégé depuis quelques semaines. Vous l'aviez constaté, vous, ça, ou pas? Il se sentait menacé. Il vivait... On essayait de vivre normalement, mais c'était évidemment très compliqué. Il était protégé. On avait supprimé une protection statique devant Charlie Hebdo, qui aurait peut-être pu éviter le drame. Effectivement, il n'y avait plus la voiture statique en faction devant le journal, mais... Le journaliste ajouta aussitôt son sentiment personnel. D'après lui, une telle présence n'aurait pas empêché les assaillants d'accomplir leur dessein. Pour tout vous dire, il y aurait eu une voiture de police garée en bas. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Les tireurs, les assassins, ils auraient tiré sur la voiture. Ils auraient buté 2 flics de plus. Bon. Pas si sûr que ça. 2 policiers armés et prêts à réagir en cas d'arrivée de 2 hommes cagoulés auraient pu retarder leur opération, voire même la saborder, a fortiori s'ils étaient en contact audio avec le policier Franck Brincelaro, présent dans la salle de rédaction aux côtés de Charb et tué lors de la fusillade. Comme les policiers en faction devant le siège du journal, Brincelaro faisait partie du service de la protection dirigé par Frédéric Auréal. Ce dernier, nommé en juillet 2012 par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, avait été récemment promu par décret en date du 22 décembre en devenant inspecteur général des services actifs de la police nationale. La double particularité de l'homme, réputé proche de Valls, à la tête du SDLP, est la suivante. L'hostilité exprimée à son endroit par ses subordonnés, agacés par des missions de protection jugées excessives ou inutiles, tel le cas emblématique du député franco-israélien, le juif Meir Habib. Et sa proximité avec le juif Sami Gozlan, ex-policier, vice-président du consistoire, membre du Benaï Berit, mentor d'Hassan Chalgoumi et militant ultrationniste passé par les instances du CRIF. En décembre 2013, en compagnie de la magistrate Sylvie Moisson, alors en charge de l'affaire Bourarache, Auréal avait participé à une soirée privée organisée par Gozlan en hommage au nouveau préfet du département et au nom de la communauté juive de Seine-Saint-Denis. Résumons la situation. En dépit de nouvelles menaces imputées à Al-Qaïda et proférées en mai 2013, la protection policière de Charlie Hebdo, instaurée fin 2011, avait été allégée 1 an et demi plus tard, sur un point névralgique, l'entrée de l'immeuble dans lequel l'équipe était installée au 2e étage, derrière une porte blindée et verrouillée par un code. Les responsables de cette décision aux conséquences tragiques dans les semaines qui ont suivi, Manuel Valls le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et Frédéric Auréal, le patron du SDLP. Restait à savoir si les médias traditionnels, désormais hypnotisés à l'unisson par la grave crise que traverse la France depuis 3 jours, interpelleront les 3 hommes concernés pour leur demander des comptes, ou continueront de réaliser le mauvais remake en cours de l'Union sacrée des Américains au lendemain de la mystification du 11 septembre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la seconde option qui fait opérer.